Ok, super. Hop. Du coup, au programme de ce soir, on va tout simplement parler de ce qu'est que le coefficient de corrélation, comment vous pouvez l'utiliser dans votre stratégie trading et on verra surtout ce que j'appelle moi les indices de puissance, puisque ce sont des choses que beaucoup de gens oublient qui pourtant peuvent être extrêmement utiles pour valider vos scénarios. Donc déjà, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est que le coefficient de corrélation que je viens simplement de mettre ici sur mon graphique et que vous voyez qui est aussi souvent. Est-ce que vous avez enfin, une définition plus ou moins juste pour définir ce que c'est? Ok, donc le coefficient de corrélation, c'est tout simplement, grosso modo, la manière dont évolue donc la paire que vous aurez choisie ici, avec n'importe quelle autre devise. Donc vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné le DAX, mais vous pouvez comparer par exemple simplement la corrélation entre l'euro USD et GBP USD, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que le coefficient de corrélation est compris entre 1. Ça veut dire que lorsque vous atteignez 1, c'est-à-dire que les deux paires bougent exactement dans le même sens 100% du temps, et moins 1. Et donc, du coup, quand vous arrivez à moins 1, ça signifie l'inverse, c'est-à-dire que les paires évoluent à 100% du temps dans des sens différents. Donc, du coup, c'est un coefficient qui se calcule sur tout simplement la période que vous aurez choisie, donc ici 20 périodes. Et du coup, vous voyez que ça oscille souvent. Par exemple, si on prend le dernier coefficient de corrélation qu'on a, c'est moins 0,48. Ça veut donc dire que si on prend 100 bougies, 48% de ces bougies-là, donc si on a 48 bougies rouges sur le DAX, ça veut dire qu'on aura eu eh bien, tout simplement le reste en bougies vertes sur l'euro USD. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez que je redéfinisse de manière plus simple? Ok, c'est bon. C'est bon pour Fabius? Ok, bah, s'il n'y a pas de souci, on reviendra dessus plus tard. Du coup, ok, pour John, c'est super. Du coup, vous pouvez aussi, il existe une alternative, pardon, à ce coefficient de corrélation qu'on appelle tout simplement la Forex Heatmap. Et bien, tout simplement, en fait, c'est tout simplement la corrélation, mais cette fois-ci en pourcentage, mais vous pouvez également l'afficher en pips. Et tout simplement, si vous vous servez de ça, ça vous permet de, tout simplement, si jamais vous n'êtes pas sûr de la tendance qu'on a, que ce soit, par exemple, en 1 minute ou en daily, ou tout simplement la tendance mensuelle, vous avez tout simplement à regarder cette heatmap, pardon, et par exemple, vous voyez que sur l'eau du SD, on est d'un point de vue mensuel très baissier, puisqu'on voit que l'eau du SD a perdu moins 1,62%, et que tout simplement sur toutes les autres time frames, on est globalement sur une tendance plutôt vendeuse. Et donc du coup, ça vous permet simplement d'éviter de vous placer à contre-tendance et donc du coup d'aller simplement potentiellement aller toucher votre SN. Une autre. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour ceux qui préfèrent suivre la tendance plutôt que de tenter de s'interposer contre des mouvements qui sont extrêmement puissants comme on a pu le voir depuis la reprise de janvier. Est-ce que c'est clair pour vous? Attendez, vous pouvez l'afficher en pied, donc vous voyez simplement les pips de gain et donc du coup également les pourcentages et du coup ça peut vous permettre de choisir. Là vous dites je trouve que le gold a un peu trop monté, ça pourrait être l'occasion de prendre simplement une position en deux ou inversement par exemple GBP USD il a été extrêmement vendu, je verrais bien du coup un retournement et donc du coup vous prendriez plutôt un achat sur GBP USD. Est-ce que c'est clair jusque là? Ok. Du coup, on va passer à la partie qui est vraiment sous-estimée et que vous pouvez tout à fait prendre en compte à la fois pour définir vos objectifs de trading, mais également simplement pour anticiper et valider vos scénarios. Hop, j'ai vu l'interaction. Yes, ok, super.
Donc vous avez ici ce qu'on appelle les indices de devise principale, et ce sont des indices qui tout simplement vous indiquent la valeur tout simplement de la paire qu'elle se rapporte. Donc, par exemple, le DXY, c'est l'indice de puissance du dollar américain, le XY, c'est l'indice de puissance de la devise de l'euro, etc., etc. Et vous avez ça sur toutes les paires majeures. Donc ça va du dollar à l'euro jusqu'au yen, etc. Donc tout ce qui est plutôt monnaie exotique, comme le dollar, la couronne pardon, suédoise, ou tout simplement eh bien, les monnaies des pays d'Europe de l'Est, vous ne les trouverez pas sous cette forme-là parce que ce ne sont pas des devises qui sont suffisamment tradées. Et donc du coup, comment est-ce que ça se décompose, ces indices de puissance? Et bien en fait, c'est tout simplement comme si vous tradiez. D'ailleurs, il y a certaines plateformes, enfin certains brokers qui vous permettent de trader sur ces paires, notamment sur VantageFX, je crois que vous pouvez trader le DXY. Et donc du coup, bah, voilà, vous voyez que vous avez des baisses, des hausses, etc., etc. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous avez par exemple le DXY qui vient arriver ici, qui vient par exemple former ici ce qu'on voit un double top, ça veut donc dire que du coup, il y a une forte chance que le dollar américain vienne chuter, et donc du coup, si jamais vous étiez à l'achat sur l'euro USD, et bien tout simplement, ben, vous savez que votre trade du coup a de fortes chances de partir dans le bon sens. Et inversement, si par exemple, eh bien vous étiez en vente sur euro USD à cet endroit-là, alors que l'indice était à cet endroit-là, et bien tout simplement vous diriez que potentiellement vous avez une forte chance que le marché vienne chercher votre SL. Est-ce que c'est OK pour vous? Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça avait fait pour ça. Ok, bah, du coup, si c'est clair pour vous. Voilà, donc c'est une technique que j'utilise beaucoup sur le DXY puisque c'est ce qui permet à la fois d'anticiper les mouvements sur l'or mais aussi sur EURUSD, GBP/USD, sachant que les indices de puissance, c'est toute une histoire de pourcentage derrière et qui utilise tout simplement la volatilité des paires majeures. C'est-à-dire que pour l'indice du DXY, il est composé à 30% de la manière dont se comporte GBP/USD, 26% de comment évolue EURUSD, etc., etc. Et donc du coup, c'est pour ça que du coup, c'est extrêmement intéressant de le prendre en compte dans sa stratégie trading. Ok. Donc, du coup, si vous n'avez pas de questions, on va passer tout simplement aux analyses comme on a l'habitude de le faire à chaque dimanche. Donc du coup, si on s'occupait tout simplement pour commencer de l'euro USD, je vais juste remettre hop, les bonnes valeurs. Ok, donc avec tout simplement les tensions qu'on a au niveau géopolitique entre l'Iran et les USA, on a vu que le dollar avait repris beaucoup de force. D'ailleurs, ça se traduit notamment sur EURUSD, sur GBP/USD, puisque voilà, on voit qu'on était retourné chercher le seuil psychologique des 1,12, notamment pendant ces vacances d'hiver, et que le seuil n'a pas été capable de tenir, notamment parce qu'on avait cette belle trendline baissière qui passe depuis le haut de février 2018 et qui englobe tous les plus hauts. Et on voit d'ailleurs que le prix, voilà, il s'est arrêté pile à cet endroit-là. Et au contraire, on voit que ici, on a une ligne de support oblique qu'on est quasiment venu chercher vendredi, et qu'on avait aussi une trendline haussière qui avait démarré en novembre, fin novembre, et que on est venu quasiment faire un pullback dessus. D'ailleurs, le pullback il a quasiment eu lieu le jeudi, et vendredi, voilà, on est vraiment venu toucher. Si je zoome bien, on voit qu'on est venu toucher. En plus, on avait le MA 9, le MA 18, le MA 18 aussi qui est venu simplement venir bloquer la reprise de la hausse. Et du coup, on est reparti pour l'euro USD en tendance majoritairement baissière. On voit qu'on avait cassé au-dessus de l'EMA 200, ce qui était normalement un puissant signal haussier. Parce que regardez, si on dézoome bien, on voit qu'on ne l'avait pas repassé, ou qu'à chaque fois qu'on la repasse, la hausse n'arrive pas à tenir, et qu'à chaque fois on réintègre tout simplement sous les EMA. Et donc du coup, pour le moment, on repart sur un scénario baissier, avec tout simplement l'objectif pour ceux qui sont dirigés, bah, tout simplement déjà d'aller rechercher cette trendline là. Et à terme, ce serait tout simplement bah, les plus bas qu'on a eu l'année dernière.
donc les 1,0880. Donc pour cette semaine, pour lundi, on resterait simplement bloqué entre ces deux trendlines-là. On voit notamment qu'on a eu le seuil des 1,1080 et des 1,11 qui ont tenu bon. D'ailleurs, c'est ce qui avait déjà été le cas pendant les vacances. On voit qu'on a eu une grosse zone d'incertitude entre 1,1080 et 1,11 avant de reprendre la hausse. Et donc, du coup, si jamais on venait à casser, eh bien, simplement, on viendrait casser à la fois la trendline et le seuil psychologique. Et dans ce cas-là, là, ce serait vraiment un fort mouvement baissier auquel on pourrait s'attendre pour EURUSD. Et on aurait, pourquoi pas, tout simplement cette trendline-là qui part voilà, d'anciens plus haut. Et tout simplement, en fait, on viendrait jouer simplement sur ces écarts-là. Est-ce que c'est clair du coup pour les scénarios d'anticipation pour EURUSD? Ok, c'est ok pour Liliane et c'est ok pour Christophe. Super. Du coup, on va passer à l'analyse de GBP USD. Hop, GBP USD, on va remettre les bonnes valeurs. 1,25 et 1,33. Okay. Donc GBP USD, ce qu'on avait eu, c'était tout simplement la hausse qu'on a vue ici, c'était notamment dû à Boris Johnson qui a tout simplement réussi à récupérer la majorité au Parlement britannique. Et du coup, on partirait toujours sur un Brexit en fin janvier. D'ailleurs, ça a été la proposition est en passe d'être validée. Et donc, du coup, on se dirigerait davantage vers simplement une sortie avec accord, ce qui du coup pourrait grandement aider la livre simplement à aller rechercher simplement ses plus hauts, puisqu'on voit que l'année dernière déjà la livre était à plus de 1,40, quasiment 1,45, et que là on a connu quand même une forte chute en un an, et que depuis simplement la passation, le changement de Premier ministre, on voit que la livre sterling a réussi à reprendre une partie des pertes qu'elle avait connues. Mais encore une fois, c'est dangereux puisqu'on on a notamment tout simplement la coalition qui est menée par le Parti travailliste qui cherche à empêcher Boris Johnson de réaliser sa sortie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça se traduit ici avec ces bougies de baisse. On a pu simplement à tenir le seuil des 1,33 qui avait été tout simplement une excellente zone pour entrer en vente, avec notamment ici ce qu'on a, c'est une sorte de pendu. Et du coup, ça a été un signal fort baissier. Et donc du coup, on pourrait tout simplement avoir un scénario baissier sur GBP/USD qui viendrait rechercher les 1,30. Et sinon, on viendrait tout simplement rechercher cette zone-là. Et si on casse cette zone-là, alors là, ça va être extrêmement compliqué. On retournerait vers les 1,2750. Donc en gros, soit on reste dans la zone des 1,30, 1,31,7, voire 1,33, en cas tout simplement de sortie de l'Union européenne avec accord. Si en revanche on n'a pas de sortie, ou on a une sortie sans accord, dans ce cas-là, la livre sterling serait grandement pénalisée. Et donc du coup, on viendrait a priori chercher les 1,29 et sinon on descend direct au 1,27,62. Est-ce que c'est ok pour vous? Yes, yes, yes. Ok. Je suppose que maintenant vous voulez qu'on fasse l'analyse du gold qui a été extrêmement compliqué pour la dernière semaine. À 1472, on va mettre les 1615. Voilà, donc, et ben, tout simplement, le gold, ça a été DAX. Oui, on fera le DAX et Dow Jones si vous voulez. Donc, le gold. Le gold, ça s'est envolé tout simplement avec l'attaque des États-Unis sur simplement contre le général iranien. On voit qu'on allait chercher, hop, si je dézoome beaucoup plus, on allait chercher des plus hauts pluriannuels là, carrément. Parce que la dernière fois qu'on a été d'ailleurs regardé, on est venu mécher jusqu'en ici, donc jusqu'en mars 2013. Donc voilà, donc, on n'avait pas fait de plus haut depuis quasiment plus de 6 ans. Et d'ailleurs, on s'est arrêté exactement à cet endroit, puisque le plus haut à ce moment-là, c'était 1616,98. On allait chercher à 1611,27. C'est pas une grosse différence. Et on voit que simplement, hop, si on regarde en journée, derrière, on est venu
le prix est venu chercher le EMA9 et qu'on est ensuite directement reparti. On n'a pas encore réussi à avoir un apaisement simplement des craintes, mais on a le prix qui n'arrive pas simplement à aller rechercher les 1580. Et donc du coup, si on n'a pas davantage de tensions entre les deux pays, notamment parce que c'est en train de se calmer, on viendrait rechercher vers l'EMA 18, le MA 18 ou tout simplement le seuil des 1560, d'ailleurs qui est ici. Après, hop, on reviendrait chercher là, et puis dans ce cas-là, on remonte ou simplement on vient casser. Si on casse, dans ce cas, ce seront les deux EMA qui seront à surveiller. Mais majoritairement, en vue de comment la situation fondamentale est, je serais davantage baissier, puisqu'il y a besoin que le prix respire. Là, c'est pas comme ce qu'on avait eu pour ceux qui s'en rappellent en juillet. Voilà. Et là, vraiment, c'était un mouvement qui était extrêmement puissant et que simplement qui n'est jamais revenu. Là, on est quand même sur des plus hauts quasiment historiques, et donc du coup, on viendrait simplement corriger. Il n'y a pas de raison pour que on continue cette hausse qui est pour le moment insensée. Donc simplement, la zone à surveiller, c'est les 1560 ou plus largement les 1580, 1578 je crois, et voilà. En gros, ce pic-là, le plus haut qui est ici. Si vous venez chercher cette zone-là, vous vendez jusqu'au 1556-1560. Et simplement, si on arrive à clôturer en weekly en dessous de ce niveau-là, auquel cas on viendrait vraiment rechercher ces EMA-là. Est-ce que c'est OK pour le scénario sur l'or? Yes. OK, super. Non, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent l'année sur le DAX. Donc l'année sur le DAX, tout simplement, c'est qui m'avait demandé l'année sur le DAX? Christophe. Vas-y Christophe, dis-nous ce que tu penses qui pourrait se passer sur le DAX. Si tu devais trader le DAX de manière solo pour cette semaine, quels sont tes points d'entrée, quels sont tes SL et tes take profit? Tu veux dire moi? Qui est d'accord avec Christophe? Ok. Donc déjà, c'est ce qu'on voit sur simplement le DAX, c'est que graphiquement, on a cette très belle trendline oblique de support qui part de mi-août et qui passe par quasiment tous les plus bas, et qu'on voit que les prix rebondissent extrêmement bien à ce niveau-là, notamment parce qu'on a également une ancienne résistance qui est devenue support ici, celle des 12 980, et que d'autre côté, on a également simplement cette droite oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts qu'on avait rencontrés. Hop, quasiment ici. Ici, on est hop, ici. On est quasiment venu les chercher aussi vendredi. Et faut savoir qu'on est également pas loin du tout des plus hauts historiques. Hop, si je prends un mois. Voilà, on voit que ça avait été fait en 2018, janvier 2018. Des 13 613, et que tout simplement on n'avait pas été capable de tenir cette zone-là, et que regardez, à chaque fois qu'on est venu une fois, ensuite on est reparti à la baisse, on est revenu une fois, on n'a pas réussi à tenir la zone, et à la fin, tout simplement, tout ça, ça s'est écoulé. Du coup, si on regarde le DAX, déjà, on a toujours les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Du coup, ça a joué notamment vendredi à la baisse. Et d'ailleurs, c'est ici, ce qu'on a vu ici, là, la grosse mèche qu'on a eue là, c'était pendant la nuit, et c'était encore une fois une aggravation des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Mais la hausse a été quand même extrêmement forte malgré la crise qu'il y avait. Et regardez, on avait aussi cette bougie-là. En fait, on a des gros mouvements haussiers de temps en temps, mais derrière, en fait, la hausse n'arrive pas à tenir, et simplement, eh bien, on revient. Donc là, le scénario, c'est soit on retourne directement ici le MA9 vers
vers le MA9, donc vers les 13 350, vers lequel on devrait être lundi. Donc soit on repart, soit simplement on revient chercher le haut du range qu'on a depuis novembre. Voilà. On revient à ce niveau-là, puis on repart à la hausse. Soit tout simplement on a Trump qui nous tweet que tout est arrangé avec l'Iran, auquel cas on vient chercher la trendline, et tout simplement, et bien là, à ce moment-là, on repart à la baisse, toujours vers ce haut de range. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah, ok, super. Hop, une question. On va même essayer de préciser davantage les zones. Hop, que je reprenne les bonnes zones. C'était les 10 250. Voilà, je vais même essayer de vous afficher les zones qu'il faut vraiment surveiller, parce que c'est celles qui ont le plus gros potentiel. 213. Ok. Ouais, voilà, on voit qu'on a quasiment plus de zones et que tout simplement on est plus haut en à peu près allez, fin de semaine prochaine, on devrait arriver, si on continue la tendance haussière, à cet endroit-là. Et du coup, après, bah, simplement la zone à surveiller, c'est, comme je l'ai dit, le haut du range, et sinon ce sera la droite du support. Et là, vraiment, si on vient casser, sachant qu'on est sur simplement un biseau ascendant, si on vient à sortir du biseau ascendant, ça laisse présager une très très forte vente, et on viendrait tout simplement à terme revenir sur à très long terme, hein, quand même, sur plusieurs semaines, mois, on viendrait rechercher cette oblique-là et puis on repartirait dans ce cas de course. Et pour le moment, il n'y a pas de raison de casser. On devrait corriger la hausse qui avait été entamée. Au mieux, on retournera sur la trendline, mais si on vient rechercher cette trendline-là, on remontera, c'est quasiment obligé. On va maintenant parler du Dow Jones, qui lui, par contre, est vraiment extrêmement performant. Hop, je vais juste cacher ça. Ok, donc pour le Dow Jones, qu'est-ce que vous feriez, sachant que c'est une sorte de DAX, mais en beaucoup plus puissant. Donc si vous le deviez trader sur cette semaine, avec tous les éléments que je vous ai donnés, comment est-ce que simplement vous vous placeriez? Ouais, très bonne remarque de Christophe. La signature a cependant été extrêmement acquise. Puisque regardez, en fait, la bougie que tu vois ici, ça a été, de 1, déjà, on avait assez peu de volume, du coup, il n'y avait pas de grosse pression vendeuse, mais on avait, si je dis pas de bêtises, Trump qui avait dit que la signature aurait lieu tout simplement mi-janvier. Donc, du coup, voilà, on a eu une hausse de quasiment 500 points en ligne droite. Bon, ça a été corrigé derrière, cela dit, mais tout simplement, en plus, on a la signature qui est pour le moment décalée, donc elle n'aura pas lieu le 15 janvier, je sais pas, je crois qu'elle a été décalée au 18, mais tout simplement les marchés ont quand même continué à acheter la nouvelle. Donc pour le Dow Jones, étant donné qu'on est sur des on est sur des plus hauts historiques, on voit qu'on est toujours en tendance fortement acheteuse. Hein, soit on revient à chaque fois sur les 28 500 à peu près, et on repart, soit simplement on revient chercher les zones qu'on a déjà travaillé par le passé, et ça remonte. En fait, on n'a pas le temps pour le Dow Jones globalement de le vendre. Le mieux c'est vraiment de l'acheter, surtout avec tout simplement pour le moment les élections, les anticipations pour les élections américaines qui restent globalement très positives pour Trump, ce qui du coup aide beaucoup l'indice américain à continuer cette hausse. On voit également que les EMA, elles ont beaucoup de mal à suivre cette hausse, hein, elles sont extrêmement loin, sauf le EMA 9 et le EMA 18 qui, elles, restent à peu près constantes, même si ici, on a failli avoir un signal baissier, mais finalement, c'est reparti à la hausse, donc on voit qu'il y a toujours des acheteurs pour le moment. Hop. Donc si vous voulez voir des zones à travailler, c'est simplement celles qui sont ici, hein, les 28 893, les 29 050, et puis voilà, tous les paliers qu'on avait déjà évoqués, les 28 800, les 28 166, etc. Hop. Et si simplement on regarde, puisqu'on avait Trump qui s'était engagé
plus ou moins à faire en sorte que le Dow Jones atteigne les 30 000 points avant la fin de l'année prochaine. Donc du coup, si on se base sur les 30 000 points, 30 000, on surveille les zones, c'est en vue mensuelle, c'est comme ça. Voilà, on voit que du coup, si on utilise Fibonacci, on n'a plus simplement 2 points pour faire le travail, c'est directement 30 000. On a aussi cette trendline qui passe par quasiment tous les plus bas. Je peux même l'ajuster un peu. Voilà. Donc on a cette trendline qui passe par simplement les 3 plus bas. Là. Donc du coup, on est toujours fortement acheteur. Mais en revanche, si on vient clôturer vraiment la bougie mensuelle sous cette trendline-là, alors dans ce cas-là, on peut vraiment envisager un fort retournement baissier sur l'indice. Mais jour. Mais pour le moment, ce que je vois pour l'indice, c'est simplement un retour sur le MA9, donc les 28 700, voire une mèche. On vient mêcher simplement dans un mouvement rapide sur cette zone-là, donc les 28 550. Et puis derrière, on repart la hausse, etc., etc. Puisque regardez, si on regarde bien, on voit que c'est surtout le MA18 qui permet de rebondir, sauf en cas vraiment de nouvelles, genre ici le tweet qu'on avait eu. On voit que sinon, le MA18 est extrêmement fort pour relancer la tendance haussière. On a 4 points d'appui sur allez, un peu moins de 20 séances. Et au contraire, on a également le MA9 qui est par contre à plus court terme extrêmement intéressant si vous cherchez à scalper. Est-ce que vous avez des questions? Ok, super. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'une dernière paire ou est-ce que vous avez à peu près tous vos plans de trading qui sont faits? Oui, on peut parler de Roche-Pinoy puisqu'il va y avoir normalement euh, une opportunité. Donc on va parler de RoJPY. Laissez-moi juste reprendre les points classiques. Donc le classique c'est les 115, 116, 116 et les 130. Donc le RoJPY, on voit simplement que le yen japonais s'est beaucoup affaibli, avec tout simplement cette belle reprise là qu'on a vu, on est venu taper 2 fois, toujours en mèche, hein, parce que toujours les tweets, ça mèche. Donc sur les 120,30, on a eu, hop, on a eu donc voilà, du coup cette zone-là, les 122,33 sur lesquels on est venu faire quasiment un double top, bah oui un double top en fait ici, avec cette zone-là. Voilà, et si on trace, on voit que ça a été très clair. Et donc du coup, on voit que là, globalement, on est pour le moment dans un range entre bien simplement les 120,332, voire les 120 entre 120 et 122,5. Et donc du coup, regardez, on voit que si on continue tout simplement cette hausse, sachant qu'on a le MA9 qui est repassé, hop, qui a failli être clôturé en dessous de le MA18, donc du coup de donner un signal de vente. On est toujours reparti en hausse, on a toujours la clôture au-dessus de le MA200. Et donc du coup, le prochain palier pour les acheteurs, c'est les 122,18 et à terme les 122,5. Et à 122,5, dans ce cas, vous pouvez totalement rentrer en vente de manière assez sécurisée, puisque c'est des niveaux qui voilà, n'ont pas été retravaillés depuis juillet. Dès juillet, on est venu casser sous cette zone-là, alors qu'on avait déjà, éprouvé le support. On était venu retaper, puis là ça a cassé. Depuis, on revient taper régulièrement dessus, mais à chaque fois ça tient pas, la hausse ne tient pas. Et donc du coup, ce serait vraiment une très belle zone de vente pour ceux qui le souhaiteraient. Donc en gros, si on revient ici au 122,20, vous pouvez prendre une petite position de vente histoire de faire quelques points. Mais vraiment, le point optimal, c'est vraiment les 122,5. Regardez ici, le plus haut, c'est 122,48. Il est 122,5 piles. Donc, c'est vraiment la zone sur laquelle qu'attendent tous les vendeurs pour se positionner. Et regardez, à chaque fois que simplement on vient toucher, on a plusieurs bougies baissières, de grosses bougies baissières qui viennent. Et si le MA 18 ne permet pas de relancer la hausse,
Dans ce cas, on revient vraiment taper dans des niveaux qu'on avait déjà travaillé. Donc voilà, j'espère que c'est clair. 4 GPY, ok, on va attendre sur encore 4 GPY. On voit que 4 GPY, on est reparti en tendance haussière depuis août. On voit tout simplement que le dollar canadien reste très fort. Je crois qu'on a eu une trendline ici. Voilà. Alors on a une très belle trendline avec plusieurs points d'appui. Donc on reste en tendance haussière. On arrive cependant vers une zone de résistance. Ici, ça commence à être des zones qui commencent à être extrêmement intéressantes pour tenter un reverse. Regardez, en plus c'est des zones ici qu'on était vues, donc ça devait être un ancien support. Donc du coup, je serais plutôt baissier sur le 4 GPY pour l'instant. Et je pense qu'on reviendra en fait juste venir toucher la trendline et puis derrière on repartirait encore à la hausse et là faudrait vraiment casser tout simplement cette zone-là, donc les 84,32. Faudrait les casser pour la hausse, sinon il y a de fortes chances que derrière on recasse sous la trendline et qu'on termine tout simplement sur un fort mouvement de vente. Même si le dollar canadien a de fortes chances d'être fortement haussier cette année puisque la Banque centrale pense augmenter les taux directeurs et donc du coup ça profiterait énormément au dollar canadien alors que tout simplement le JPY ça fait des années et des années que les taux directeurs sont à zéro et ils sont absolument pas prévus de la monter. Donc du coup le dollar canadien je serais fortement haussier sur l'année, mais pour le moment je vois plus un effet de correction sur la trendline. Est-ce que c'est clair? Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les quelques minutes qui nous restent? Ok, bah du coup, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'avoir été présent sur ce live. Oui, j'ai enregistré la vidéo. J'ai enregistré la vidéo. Donc du coup, j'espère que ce live vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses intéressantes, notamment pour les débutants. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et simplement, je vous dis à tout à l'heure pour l'ouverture des marchés. Bonne soirée à tous.